Eh bien, c'est une nouvelle semaine qui débarque sur votre chaîne internationale d'information continue Canal d'Info, c'est la matinale. Si vous prenez seulement l'antenne et au sommaire de l'actualité ce matin, le Cameroun avec son ministre en charge de la santé publique qui sera dans la capitale économique du Cameroun pour deux événements majeurs, la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et bien évidemment ce premier congrès international des chirurgiens de la main. Tous ces deux grands événements vont se dérouler dans la capitale économique du Cameroun. Le Cameroun également où Boko Haram a encore frappé dans la localité de Mémé en laissant sur le carreau 24 personnes et faisant plusieurs blessés. Nous parlerons toujours du Cameroun avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et surtout cet appel qui vient de l'Ouest Cameroun avec le sultan Ibrahim Bobo Dioula de Bamoun qui demande que le président de la République convoque rapidement un congrès extraordinaire du parti pour véritablement régler les problèmes internes afin d'engager tout l'ensemble des militants vers ce scrutin annoncé pour 2018. Nous parlerons aussi de la Bolivie avec ce référendum constitutionnel, avec ce non qui serait en voie de l'emporter, non pour un autre mandat d'Evo Morales. Nous parlons aussi du Niger avec cette présidentielle qui est en cours avec 15 candidats au départ. Mohamedou Issoufou voudrait qu'au premier tour qu'il remporte cette élection. On le saura bien évidemment si les urnes vont parler en sa faveur. La République centrafricaine également nous intéresse ce matin avec les résultats du premier tour des législatives qui sont encore attendus, même si on a déjà une idée assez précise sur le futur président de la République, Archange Faustin Touadéra. Le Burundi va également nous préoccuper ce matin avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelé en sapeur-pompier pour essayer d'infléchir les positions de Pierre Nkurunziza qui dit niet au dialogue avec l'opposition et niet également à l'envoi d'une force d'interposition dans son pays. Et nous allons terminer cette grosse actualité ce matin par le Burkina Faso avec les derniers putschistes de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle qui ont été donc extradés du côté de la Côte d'Ivoire et qui seront bel et bien jugés pour avoir perpétré aux côtés de Gébert Diendéré le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Et comme les traditions tous les matins, pour en parler, Serge Bondier, bonjour. Bonjour Louis-Roger Nodieu, Madame, Messieurs, merci infiniment d'être encore de nôtre ce matin dans le cadre de cette matinale. Alors, Lille Piedou, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bon début de semaine et bonjour particulier à tous nos téléspectateurs. Alors Lille, c'est avec vous que je démarre cette matinale et surtout la première information, le ministre de la Santé publique André Maman Fouda est dans la capitale économique du Cameroun pour deux événements, peut-être trois. Exactement, Louis-Roger, c'est une journée marathon pour le ministre de la Santé, André Mama Fouda, qui va procéder tout à l'heure à l'ouverture du premier congrès international de la chirurgie de la main au Cameroun. On a l'habitude d'entendre parler des autres pathologies, mais cette fois, on va s'occuper aux pathologies de la main. Vous savez que notre main est précieuse. Il est important de prendre soin de cette main, du poignet, du coude et de l'épaule, d'où la tenue donc ici même à Douala au JICAM du premier congrès international de la chirurgie de la main du Cameroun. Il s'agit pour tous les experts venus des différents pays à travers le monde de sensibiliser sur les différentes pathologies pouvant être prises en charge sur place et prodiguer des conseils pour la prévention. Ce congrès est organisé pour la première fois par le Centre de chirurgie de la main et des paralysies de Douala. C'est le seul centre spécialisé en chirurgie de la main au Cameroun. Il faut bien le préciser. Et les thèmes retenus sont les urgences traumatiques, les malformations congénitales de la main, les paralysies obstétricales du plexus brachial, il s'agit de la paralysie du bras à la naissance. Toutes les disciplines médicales et paramédicales seront édifiées. Donc vous pouvez imaginer qu'il y aura une large place pour les questions de l'assistance et des sections vidéo techniques chirurgicales ou d'examen clinique. Donc il est question aujourd'hui pour les parents qui ont des enfants qui ont des malformations congénitales du bras de se rendre à ce congrès pour mieux comprendre parce qu'il y a aujourd'hui
la possibilité, à travers cette chirurgie, de réparer toutes les pathologies liées à la main. Et vous savez que le ministre de la Santé n'a souvent pas l'habitude de parler de ce volet de la santé. Ce sera l'occasion aussi pour lui-même et pour certains professionnels de la santé de découvrir tout ce qui se cache derrière la chirurgie de la main. Lui, Roger. Merci Lille Piedjou. On se rappelle également qu'au-delà de cet événement spécifique, il y a des moustiquaires imprégnés qui seront, une fois de plus, distribués. Exactement, ça a été lancé dans d'autres régions du Cameroun. Aujourd'hui, ce sera le cas du littoral. Vous savez que dans nos hôpitaux, les enfants meurent encore de suite de paludisme. Vous savez exactement que les mamans en âge de procréer souffrent de ce paludisme. Le taux reste encore élevé. Il est utile aujourd'hui d'amener les uns et les autres à utiliser les moustiquaires imprégnés, même si certains utilisent ces moustiquaires à d'autres fins. Il est important de sensibiliser les uns et les autres aujourd'hui quant à l'utilisation de ces moustiquaires. On a vu des parents donner quelques arguments pour ce désintérêt à l'utilisation des moustiquaires. Il fait trop chaud, vraiment ça ne scie pas avec le contexte, mais au regard du nombre de mortalités dues au paludisme au Cameroun, c'est pour cela que le ministre de la Santé se déplace pour amener nos populations à respecter ou à utiliser, même si on se pose la question, est-ce que le ministre lui-même utilise ces moustiquaires imprégnés? En principe, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Alors, parliez tout à l'heure dans votre propos, Lille Piedjou, de ces moustiquaires imprégnés qui sont utilisés à d'autres fins. On a vu des gens récolter des termites avec ces moustiquaires à Fouban. On a également vu d'autres aller à la pêche avec ces moustiquaires imprégnés. Il faudrait être précis pour le dire, hein, pour relever, pour le poré et attirer l'attention des populations que c'est purement pour dormir. Exactement. Lui, Roger, vous faites bien de le dire. Les moustiquaires imprégnés, c'est tout simplement pour vous protéger contre le paludisme. Ce n'est pas pour aller protéger votre champ, je ne sais pas, de fleurs ou alors d'aller à la pêche. Toujours est-il que les produits même sont peut-être pas bien pour ces poissons dans l'eau. Il y a des méthodes d'utilisation de ces moustiquaires imprégnés. Déjà, les équipes de santé qui sont sur place vous diront exactement comment utiliser ces moustiquaires. Vous le retirez tout simplement dans son plastique, vous mettez à l'air libre pendant une quinzaine de minutes avant de l'utiliser. Il y a une façon dans votre domicile de pouvoir installer cette moustiquaire. Vous avez d'ailleurs vu les films de l'installation de ces moustiquaires dans les différents foyer. Ça vous permet de vous protéger, surtout qu'on sait qu'on est en zone urbaine avec tous les moustiques. Vous pouvez imaginer. Donc, véritablement, on ne perd rien à se protéger, même s'il y a d'autres contraintes derrière. Merci, Lille Piedjou, pour toute cette information. Et le dernier événement du ministre de la Santé, c'est l'inauguration de ces centres-là du côté de la Quintini qui va s'occuper de la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Vous comprenez que ça bouge véritablement dans le secteur de la santé. On espère tout simplement qu'on ne va pas rester juste sur ces grands événements, qu'il y aura une politique de fond pour améliorer véritablement les conditions de santé des populations, surtout qu'aujourd'hui, la santé coûte extrêmement cher et on interpelle le ministre de la Santé tout le temps, André Mama Fouda, pour trouver le moyen pour que la population camerounaise demeure en santé. Même si on meurt toujours de choléra. Toujours, malheureusement. Serge Bonter, nous ont parlé de Boko Haram qui frappe dans la partie septentrionale du Cameroun et dans la région de Mémé. Il y a eu 24 morts et des centaines de blessés. Dans ces conditions-là, on pourra forcément plus parler de la MILDA là-bas et puis voir comment protéger les populations de cette zone qui en ont énormément besoin. Donc les problèmes de santé ne seraient restés conséquents dans la région du littoral, mais ne pas pouvoir se poursuivre avec la même ambition dans la région de l'extrême nord, à Mora, comme vous le dites si bien. Donc c'est une petite localité de la Mémé, donc au marché qui a été frappé le week-end dernier. Un attentat, et vous l'avez bien souligné, avec à la clé un peu plus de 20 morts, 24 morts, plus d'une vingtaine de blessés également. Il faut préciser qu'également avant cet attentat, les populations dans cette zone vaquaient aisément leurs différentes occupations et que le danger serait venu. Les bombes auraient été dissimulées dans des canaries. Et donc, vous voyez un peu en plein marché les bombes dans les canaries et qui ont échappé à toute la vigilance des éléments de sécurité dans cette zone.
Est-ce que ce problème qui est survenu avec à la clé plusieurs morts ne permet pas aujourd'hui de réfléchir sur la mise en place même d'un système de sécurité qui utiliserait des chiens renifleurs? C'est très important pour circonscrire également nos marchés. Question de voir de près où est-ce que le danger pourrait venir, parce que là, on n'a même pas imaginé un seul instant qu'on pourrait mettre des bombes dans des canaries, pourtant qui servent juste d'approvisionnement en eau potable. Ça pourra venir de partout, même dans la nourriture. Donc tout est possible. Il y a encore eu un attentat pareil, toujours dans les mêmes localités, avec des bombes qui avaient été dissimulées dans des camions, dans de la nourriture, dans des sacs, et ainsi explosé pour voir à la clé plusieurs morts. C'est bien difficile. C'est un combat qui se mène sur plusieurs fronts. Il faut aussi beaucoup d'astuces pour réussir quand même à échapper à tous ces attentats suicides dans ces régions du Cameroun. Merci Serge Blondin. Les mesures qui sont déjà prises par la force multinationale mixte qui est en faction dans cette partie-là, les forces de défense camerounaises qui se battent avec celles du Nigeria pour essayer de contenir comme elles peuvent ces kamikazes de Boko Haram. Alors je voulais maintenant que nous parlions cette fois-ci du Cameroun, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, avec cet appel venu de l'Ouest, avec cette autre particularité, le vœu du sultan Ibrahim Bobo Diawara de Bamoun de voir le président de la République Paul Biya convoquer un congrès extraordinaire du RDPC. Lui, Roger, il parlait en sa qualité de coordonnateur de la délégation permanente du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour ce qui est de la région de l'Ouest Cameroun, on a constaté une forte mobilisation des élites supérieures et tous les ministres de cette partie du Cameroun. Il a donc profité de ce grand meeting pour passer en revue la situation socio-économique et politique, sécuritaire même du Cameroun. Il a demandé qu'il faut à tout prix ce congrès extraordinaire pour qu'on puisse résoudre les problèmes du Cameroun, notamment avec cette chute du pétrole, avec cette insécurité dans la partie septentrionale du pays. Autant de sujets donc évoqués par le sultan Bamoun au cours de ce grand meeting. Et vous pouvez l'imaginer, son discours était pratiquement le discours le plus long de tous les intervenants lors de cet appel à candidature du président de la République pour ce qui est de la région de l'Ouest Cameroun. Mais aussi, on a eu le président du Sénat qui a dit qu'il devait ramener toutes ces propositions-là acquises de droit, notamment le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour que dans les jours à venir, qu'on puisse véritablement avoir ce congrès extraordinaire. Et il a précisé, pour ce qui est du président du Sénat, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de la raison. L'appel du cœur, l'appel de la raison, c'est également ce que l'on peut retenir de cette grande sortie des élites, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques de la région de l'Ouest et des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour inviter le président de la République à se présenter en 2018, sinon même d'anticiper cette consultation électorale qui est très attendue. Même si cette mobilisation de la région de l'Ouest Cameroun a suscité, vous le savez très bien, de nombreuses réactions au sein de l'opposition qui pensent qu'on a pris en otage, le RDPC a pris en otage le Cameroun. On n'avait véritablement pas besoin de toute cette mobilisation pour appeler le président Paul Biya, mais on comprend que l'opposition est dans son rôle et que les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont eux aussi dans leur rôle. Mais toujours est-il, c'est que la région de l'Ouest a fait fort, comme on le dit généralement au quartier. Merci Lille Piedjou pour ces compléments d'information apportés dans le cadre de ces matinales d'information. Dans quelques instants, ça sera la page consacrée à la revue culturelle avec Catherine Aimé-Moukouré. Bonjour. Bonjour les Roger, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin. Ah, il faut parler ce matin de Narcisse Kombi-Mouelet, le ministre camerounais en charge des arts et de la culture, qui fait encore une autre sortie remarquable. Oui, il était ce week-end du côté de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Et cette fois-ci encore, le ministre des Arts et de la Culture a tenu à montrer qu'il accompagne les artistes, qu'il accompagne la jeunesse qui se bat dans le domaine culturel. Alors, il était auprès des artistes dans cette zone-là. Il a visité les musées et surtout, il a porté ce message qui est très important pour l'accompagnement des jeunes artistes. Il a demandé aux mécènes d'accompagner
d'accompagner la jeunesse, d'accompagner les artistes de la zone, parce qu'on a pu remarquer que c'est pas évident à chaque fois, en dehors de ces artistes-là qui arrivent à faire le buzz, comme on dit souvent, de trouver des financements, de trouver des mécènes qui les tiennent, qui font faire des concerts. Alors, le ministre des Arts et de la Culture demande à ceux-là qui ont les moyens d'aider la jeunesse qui se bat dans le domaine culturel, de venir en aide à la jeunesse. C'est très rare, c'était une sortie déjà, un déplacement très rare qu'on n'a jamais vu dans le passé, mais comme d'habitude, Narcisse Mouele-Kombi continue de surprendre agréablement les Camerounais, et certainement celui-là qui lui a confié cette lourde tâche qui est de gérer le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, qu'on sait est l'âme même d'un peuple. On compte sur le ministre pour qu'il y ait beaucoup de changements, et je pense que l'appel d'un ministre au mécène va attirer plusieurs personnes dans ce sens-là. On aura forcément des promoteurs de concerts dans la région du Nord-Ouest, des gens qui vont organiser de grandes foires grâce à cet appel-là. Également, Narcisse Kombi-Mouele qui a lancé un concours national de littérature. Tout à fait. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était le 18 février. Il a lancé le concours littéraire Jeune Auditeur 2016, où il encourage la jeunesse à écrire. On parle des jeunes des deux sexes, bien sûr, qui sont âgés entre 15 et 30 ans et qui vont soumettre un ouvrage de pas moins de 5 pages et pas plus de 10 pages. Il a demandé aux jeunes de ne pas parler de tribalisme, de ne pas parler de terrorisme, de rester dans des thèmes qui sont conformes quand même pour sensibiliser la jeunesse. Et le gagnant justement aura un grand prix qui sera décerné par le ministre de la Culture. C'est un mouvement qui, selon lui, va encourager les jeunes à se tourner vers la littérature, dans le sens où ils peuvent produire une œuvre littéraire ou dans le sens où ils peuvent lire tout simplement. Ce serait très encourageant de voir des jeunes comme nous produire des ouvrages, et ce qui va certainement nous amener à les lire, ces ouvrages. Alors, que vous parlez d'ouvrage, il y a également un ministre, Camerounais, qui vient de commettre notre ouvrage, Zachary Perevet, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'ouvrage s'appelle Les Mafa, un peuple, une culture. Les ministres camerounais sont très polis. C'est le titre donc du nouvel ouvrage de Zachary Perevet qui nous plonge à la découverte de Mokolo. C'est un ouvrage qui revient sur l'importance de la préservation de nos valeurs culturelles. Il nous parle d'un peuple, de sa culture, des langues, des Kirdis, le Kirdi des montagnes comme le Kirdi qui vit dans les villes et se développe. C'est un ouvrage qui nous rappelle d'où on vient, nos racines, et qui pourrait être aussi également utilisé dans les milieux scolaires pour apprendre, puisqu'il ne faut pas seulement qu'on apprenne la culture des autres, mais aussi la nôtre. Et il y a certaines cultures qui ne sont pas tout le temps exploitées dans des ouvrages. On parle beaucoup de la culture de l'Ouest. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les us et coutumes de la région de l'Ouest ou même de la culture Sawa, mais il n'y en a pas beaucoup du côté du Nord. Et je pense que c'est un très important ouvrage qui va certainement intéresser nos enseignants pour cultiver cette envie-là de découvrir le Cameroun et tous les lecteurs, bien évidemment. Merci, Ebe Catherine Boukouri, pour cette page culturelle. Alors, on vous retrouve pour une autre édition d'ici là. Oui, tout à fait. Patrick Issandre, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Catherine et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, je vais commencer avec vous par ce référendum constitutionnel en Bolivie, avec le non qui risquerait de l'emporter pour dire non à un autre mandat d'Evo Morales. Oui, jusqu'ici on en est encore à des résultats provisoires. C'est vrai que ce n'est que partiellement qu'on a cette tendance-là et qu'il faudrait être très prudent en attendant les 2 ou 3 prochains jours pour avoir effectivement les résultats de ce référendum. Ce qui est sûr que dans le gros, le fond et le débat même autour de ce référendum, de cette modification de la Constitution en Bolivie, serait la possibilité pour le président Evo Morales, n'est-ce pas, de se présenter pour un 4e mandat en 2019. Bien évidemment, lui qui est considéré un peu comme un indigène par ses partisans est un héros, n'est-ce pas, du peuple bolivien. Tandis que ces dictateurs voient en lui un dictateur en puissance qui voudrait à tout prix s'accrocher sur son siège présidentiel. De toutes les manières, c'est un débat qui a enflé même avant l'élection du côté de la Bolivie et qui a fractionné le peuple en, vous imaginez bien, des partisans de cette modification et des opposants au président Morales. On va donc attendre les 3 prochains jours pour être fixés. C'est avec beaucoup de prudence qu'on peut annoncer la première tendance qui donnerait
à quelques 52%, n'est-ce pas, le non en avant. Mais, on le répète encore, ça n'est que partiel. Voilà. Ce sont des informations relayées beaucoup plus par les médias. Il faut dire que Evo Morales est au pouvoir depuis 2005. Nous allons poursuivre avec cette matière d'information, cette fois-ci avec ces élections générales au Niger, la présidentielle et l'élection du choix des députés, avec Mahamadou Issoufou qui voudrait au premier tour remporter cette présidentielle. Alors, Patrick Isandou, est-ce que c'est possible de faire un coup KO? Ben écoutez, on va peut-être pas répéter le scénario de Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso, mais dans une élection avec un probable deuxième tour, c'est toujours assez aisé. C'est le souhait d'ailleurs de tout candidat d'en finir une fois pour toutes au premier tour. Mais il est important de relever que le Niger a lui aussi sa vague de contestation en interne, avec un certain nombre d'opposants, n'est-ce pas, notamment au régime du président Issoufou, qui estiment que le président aurait dans la gestion des affaires publiques durant son premier mandat fait un peu trop de faveur à la France avec un peu trop de concessions autour d'un certain nombre d'industries. Et par ailleurs, il faut noter que le Niger fait partie des pays qui subissent, n'est-ce pas, les affres du groupe terroriste Boko Haram. On sait très bien que le Niger est affecté non seulement par Boko Haram, mais par les milices et les groupuscules radicaux qui sévissent, n'est-ce pas, dans la partie sahélienne, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et donc, l'enjeu autour de cette élection présidentielle dont le premier tour s'est tenu était justement l'enjeu sécuritaire, mais aussi l'enjeu économique avec un certain nombre de griefs que les détracteurs du président ont mis en avant. Bon, bien évidemment, la machine présidentielle et tout le camp présidentiel a suffisamment d'arguments pour pouvoir se sortir de l'épingle, mais jusqu'ici, rien ne laisse présager, je vais dire, une issue toute calme, n'est-ce pas, pour le président. D'où d'ailleurs son intention de vouloir passer à tout prix au premier tour. Est-ce qu'il va réussir ce pari? Pour lui, c'est le challenge. Mais aller au deuxième tour, s'il en est contraint, ce serait une espèce de petite victoire pour l'opposition. À Mbekatiri Boukouri, 7,5 millions d'électeurs qui sont donc appelés, qui étaient aux urnes pour désigner le nouveau président le prochain président de la République, mais également pour choisir les membres du Parlement. Mais on a quand même l'impression que Mahamadou Issoufou a une emprise sur ce processus électoral et qu'il serait évident que les urnes lui donnent encore ces chances de pouvoir conduire le Niger pour ces 5 prochaines années. C'est justement le drame dans les pays africains avec les partis au pouvoir, c'est que justement ils ont les ressources suffisantes pour battre une campagne qui est vraiment décalée en rapport avec leurs opposants. Quand on pense à la campagne qui a mené Mahamadou Issoufou dernièrement, c'était vendredi, encore un stade plein de monde, plein à craquer, où tous les partisans sont venus assurer que leur président, leur candidat va gagner un coup KO. Alors en face, on a une opposition qui n'est pas bien en place, et on parlait de Hama Amadou dernièrement qui lui a justement cette affaire de faux bulletins qui plane derrière lui, mais cependant certains analystes laissent à dire que si Mahamadou Issoufou passe ce tour en un coup KO, justement le fait qu'on se dise qu'il y aura de la fraude, qu'il y aura plein de choses, des petites magouilles en bas de tout ça, on se dit forcément il y aura un soulèvement de la population, vu qu'il y a des opposants qui ont déjà fait savoir qu'au moment où Mahamadou Issoufou va passer le premier tour, s'il passe le premier tour devant les autres, ils vont se soulever parce qu'on n'en peut plus. Donc Patrick Christian Dobo, on parlait tout à l'heure, c'est un pays qui est assez fragile, qui a ses conflits aussi comme d'autres pays d'Afrique, mais malheureusement, je pense que l'opposition ne va pas faire le poids devant ce candidat qui a, lui, les ressources, qui a, lui, les moyens et qui a des partisans à qui il donne peut-être un peu à manger et qui se retrouvent à venir voter, pas forcément parce que c'est l'idéologie qui prône, mais tout simplement parce que, voilà, on est comme dans tous les pays d'Afrique, on s'aligne derrière celui qui semble avoir le pouvoir. Merci Mbekatiri Boukouri. La République centrafricaine est également au cœur de l'actualité ce matin. Patrick Christian, on attend tous les résultats du premier tour des législatives et pourtant le président est déjà connu. À quand Faustin Touadéra? Oui, c'est plus complexe le législatif parce qu'avec bien évidemment un démembrement qui va dans toutes les sphères de la République, c'était peut-être aussi le cas pour la présidentielle, mais là on avait des enjeux différents, deux candidats potentiellement présidentiels. Ici,
c'est une panoplie, n'est-ce pas, de candidats. Et il va falloir justement faire attention pour que les griefs de revendication ne soient pas toujours portés au devant. Alors, pour parler de la présidentielle, c'est une mission lourde vraiment que reçoit Touadéra en tant que président élu en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Mais il faut surtout noter qu'on peut voir derrière l'élection de M. Touadéra une réponse du peuple centrafricain à une espèce de ras-le-bol, une réponse du peuple centrafricain à, on va dire, un establishment. Et c'est vivement ce qu'on reçoit ici. Je ne suis pas très certain, et vous me permettez de me tromper, que le résultat de cette élection soit vraisemblablement ce qu'auraient souhaité les pays occidentaux. On a comme l'impression que le peuple centrafricain s'est imposé à travers le résultat qui fait aujourd'hui de Touadéra le président de la République centrafricaine, bien évidemment en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. On avait comme l'impression que des canevas étaient déjà établis, bâtis, et tout le random qu'il y a eu est aujourd'hui en train de recevoir un cinglant désaveu de la part du peuple centrafricain, tout au moins pour ceux qui ont pu voter. Le peuple centrafricain a voulu changer de paradigme en choisissant un homme qu'on reconnaît pour son humilité, qu'un homme qu'on reconnaît pour sa simplicité, un homme qui vraisemblablement ne fait pas partie de ceux qu'on peut appeler comme étant les ténors de la vie politique en République centrafricaine depuis les 2 dernières décennies. Certes, il est le dernier Premier ministre en poste, n'est-ce pas, de Bozizé, mais c'était un homme de l'ombre, quand on sait que c'était le président Bozizé pratiquement qui décidait de tout. Donc on a là un nouveau visage que le peuple a choisi, beaucoup plus parce que le peuple veut se reconnaître à un homme qui de plus en plus est rapproché, n'est-ce pas, de ses envies, de ses attentes. Et Touadéra, il me semble, qu'a su jouer sur cette carte de l'humilité. D'ailleurs, j'en veux pour preuve sa première allocution. Il s'est positionné et s'est présenté en président rassembleur qui entend faire de la République centrafricaine un pays uni avec la contribution de tous. J'espère simplement que les questions sécuritaires, de désarmement et l'implication des puissances occidentales vont lui donner la possibilité de réaliser ce... Alors, Serge Bondi, on espère, hein, évidemment, qu'il va tenir son pari, parce que là, François Hollande a déjà adressé ses félicitations, ce qui est déjà l'onction attendue de la France, tout comme les autres chefs d'État. Alors, les 140 députés sont attendus, Serge Bondi, en RCA. Le président est connu, votre ami malheureusement perdu. C'est l'ami de tout le monde, c'est l'ami de l'Afrique. Il était d'ailleurs engagé comme étant le candidat favori de cette élection présidentielle en République centrafricaine. Et donc Faustin Archange Touadéra est désormais celui qui incarne l'espoir et la paix en République centrafricaine. Il a des missions très importantes au-delà de son engagement simple en tant que président de la République, mais il devra aussi faire face aux différents groupes armés qui sont encore dans les zones reculées de la République centrafricaine, notamment ceux qui sont tapis au niveau des forces de la CDK, pour qu'il y ait véritablement une harmonie parfaite dans la gestion des affaires de l'État. Maintenant, en attendant donc le second tour, donc pour les législatives, on attend bien que les députés qui iront au niveau du Parlement vont s'asseoir sur les questions importantes, notamment sur le respect des droits de l'homme et sur les problèmes qui ont trait à la restructuration du pays en matière d'éducation, de santé, et également de vie associative. Il faut penser également que c'est un pays qui a été sous la bannière de la guerre pendant un bon bout de temps, plusieurs années, ce qui n'a pas favorisé son épanouissement au niveau même des institutions internationales. Le temps de penser développement et développer davantage la ville de Bangui. On est resté dans les perspectives de lutte contre l'instabilité pour retrouver une paix durable en République centrafricaine. C'est donc un nouvel espoir qui va donc être ainsi développé dans ce pays. On va louer ici le peuple centrafricain, notamment beaucoup d'autres peuples africains, le cas du Niger, vous avez évoqué dans le cadre de cette tranche d'antenne, qui pensent aujourd'hui que la population a véritablement son mot à dire et que le vote libre permet d'éviter toutes sortes d'exactions et même ce qui pourrait comporter à la fin des irrégularités dans le vote, c'est clair. Désormais, Faustin Touadéra a donc affiché un peu plus de 62% face à Dolo Guélé, lui qui est venu avec 37% par là. Ça veut dire quand même que l'esprit de fair play sur le plan même du respect donc des urnes a prévalu, parce que bien après l'annonce des premiers résultats donc par l'Agence nationale des élections,
l'autorité nationale des élections. On n'a pas vu des revendications de gauche à droite, mais étant bien sûr assuré par le candidat qui a perdu au cours de cette élection, qui allait féliciter et donc le candidat en face, en reconnaissant bien sûr sa défaite. La première sortie de Faustin Touadéra, on a vu un peu le cadre qu'il a choisi, c'est au cœur des populations. Il n'est pas allé dans une salle fermée, alors dans un bureau ou dans un espace qui était réservé pour la cause, mais c'est de manière publique qu'il s'est adressé aux populations de la République centrafricaine, d'ici et d'ailleurs, en leur disant clairement qu'il est le président de la République de tous les Centrafricains et que la paix sera son principal cheval de bataille avant d'instaurer une véritable démocratie au sein de cette République. C'est déjà de bons signes qui annoncent tout de même que la République centrafricaine a tourné le dos à la guerre. Merci Serge Bondje. Parlons à présent du Burundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est attendu ce jour exactement du côté de Bujumbura pour essayer d'infléchir les positions de Pierre Nkurunziza, qui ne veut pas ce dialogue avec l'opposition et qui ne voudrait pas également cette force d'interposition de l'Union africaine. Alors Patrick Christian, d'abord, Ban Ki-moon pourra-t-il réussir à réussir à ce que Pierre Nkurunziza mette un peu de l'eau dans son vin? Bah, écoutez, il y a la personnalité de Ban Ki-moon qui est en jeu ici. Et il y a aussi la force de l'institution qu'il représente en tant que secrétaire général des Nations Unies. En se rendant aujourd'hui au Burundi, il y va pour essayer, vous l'avez dit, d'infléchir les positions de Pierre Nkurunziza. Vous savez très bien que le Burundi a opposé une fin de non-recevoir à un quelconque déploiement, n'est-ce pas, de forces étrangères sur son territoire, et que nous sommes dans un contexte où le président Pierre Nkurunziza et ses partisans estiment que le dialogue qui leur est imposé, c'est leur considération, est imposé avec des putschistes, parce que tous ceux qui sont impliqués dans le coup d'État manqué, ça qui avait eu lieu à Bujumbura, sont actuellement quasiment les leaders de la force déclarée officiellement maintenant, n'est-ce pas, militaire, qui s'oppose au régime de Pierre Nkurunziza. Alors, est-ce que Ban Ki-moon, en arrivant au Burundi, va réussir justement à faire infléchir les positions de Nkurunziza? Il me semble que ce sera très difficile. Très difficile parce qu'on a vu quand même l'organisation intergouvernementale des pays de la zone qui avait voulu faire passer cette pilule-là à Nkurunziza. Finalement, on a vu des sorties au niveau de l'Union africaine, et notamment la présidente de la Commission, qui avait voulu envisager un déploiement même forcé de cette force au Burundi, ce qui n'a pas marché. Alors, est-ce que Ban Ki-moon va essayer comment je veux dire, d'apaiser un peu les tensions qui existent entre la communauté internationale, notamment même les Nations Unies et le Burundi via son homme fort? Est-ce que Ban Ki-moon va arriver je veux dire, en maître utilisant uniquement le bâton? Il me semble que ce serait une très mauvaise approche et que forcément le secrétaire général des Nations Unies, dans son déplacement pour le Burundi, va essayer de jouer à l'équilibriste pour ramener les différentes parties à la discussion. Mais le véritable point d'achoppement réside dans le fait que le régime de Nkurunziza considère que les personnes qui leur sont imposées pour la négociation sont en fait des putschistes qui doivent pouvoir rendre compte à la justice du Burundi. Et voilà la problématique. Alors Serge Bondje, est-ce que Ban Ki-moon pourra-t-il réussir sa mission? Parce que là, c'est une mission assez délicate sur des sujets et des questions de souveraineté. Il faut également préciser le libellé qui accompagne les forces de défense donc, de l'ONU qui vont dans ce pays. C'est dans l'intention de protéger les civils. C'est le premier jet et qui est avancé pour ces forces de défense, là, parce qu'on regarde également l'objectif principal du secrétaire général des Nations Unies, c'est de pouvoir éviter une guerre qui pourrait embraser toute la sous-région, surtout ces pays des Grands Lacs-là. On se souvient également que c'est à ce niveau que l'ancien secrétaire général donc, de l'ONU, Boutros Ghali, paix à son âme, avait échoué au niveau du Rwanda. On a eu le génocide rwandais en 1994 avec plusieurs morts. Donc la situation ne pourrait pas, entre guillemets, pour les observateurs
acteurs très avertis. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies fait donc une descente là-bas pour voir de près et pouvoir infléchir, permettre au président Nkurunziza de revoir un peu ses positions. Question d'accepter aussi quand même que la communauté internationale ait son mot à dire pour prévenir d'éventuelles guerres qui pourraient survenir. Des chiffres sont quand même assez inquiétants. On parle de plus de 200 000 personnes qui ont quitté le territoire burundais pour se réfugier dans les pays voisins. C'est quand même une manne assez importante en termes de personnes qui quittent le pays, protestant ainsi contre la manière de gérer et surtout une éventuelle guerre qui pourrait totalement embraser le pays, atteindre également d'autres pays et donc de ces grands lacs. C'est une bonne décision, mais est-ce qu'à la fin, au terme de son séjour au Burundi, le secrétaire général des Nations Unies aura-t-il des faveurs à l'endroit du président Pierre Nkurunziza qui voudrait bien entendu qu'il y ait un accord donc au niveau de l'ONU, qui souhaite qu'il y ait un accord ou alors des ententes entre le pouvoir de Bujumbura et les rebelles, ce qui n'est pas de goût du président Nkurunziza, qui n'a pas tout de suite accepté de vouloir négocier avec les rebelles, pensait-il. Il est question de respecter pour lui son mandat et de mener à bien les institutions de la République. Et bien entendu que les élections présidentielles tout récemment déroulées dans ce pays-là sont déjà terminées. Maintenant, place à la mise sur pied de véritables institutions et d'accompagnement de pouvoir de la République. Merci Serge Bondje pour ce complément d'informations. Tout de suite, la revue de presse cybernétique avec Junior Ossin qui est de retour après quelques semaines de maladie. Junior, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis Roger, bonjour à tous chers téléspectateurs du Canada Info. On va donc démarrer cette revue de presse cybernétique avec l'Africain.info qui nous parle de sécheresse en Afrique australe, sécheresse qui affame le pays de Lesotho. Voilà. Le site nous apprend que 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture au cours de l'année 2016 dans le sud de l'Afrique se trouve d'ailleurs ce pays selon l'ONU. Le Zimbabwe, le Lesotho et plusieurs provinces sud-africains ont déclaré l'état de catastrophe. On va donc poursuivre avec RFI qui, n'est-ce pas, s'intéresse à une histoire un peu plus fabuleuse. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une histoire d'une vendeuse de pain qui est devenue star de mode du côté du Nigeria. Selon RFI, tout a commencé par une série de photos de l'artiste britannique Tini Temba où apparaît donc par hasard une vendeuse de pain ambulante. C'est alors que le photographe Bello organise une séance photo. Le site nous apprend aussi que la vendeuse a posé pour le très réputé magazine de mode Local This Day Style. Voilà. Donc vous lirez cette histoire très fabuleuse. On continue donc avec le point ce matin qui parle de retraite et pose la question à savoir pourquoi faut-il s'occuper tôt de sa retraite. Selon le site, il faut préparer dès 30 ans votre cessation d'activité. Le site nous répond d'ailleurs à cette interrogation en apportant des solutions à apporter demain. C'est à retrouver dans le point. Jeune Afrique, quant à Jeune Afrique ce matin, qui nous parle de politique économique en mentionnant que le budget du Nigeria est au point mort et que la crise monétaire s'installe dans ce pays. Selon le site, le président Buhari est critiqué pour son immobilisme face à cette grave crise économique. Le CNU nous apprend aussi que les coûts mondiaux du pétrole ont chuté de 70% depuis 2014, ce qui est un véritable handicap pour le Nigeria. On va donc terminer avec Afrique.com qui parle de musique et s'intéresse au rappeur camerounais One Love. Le CNU nous apprend que l'artiste clash le chef de l'État camerounais dans l'une de ses chansons intitulée David et Goliath. On retrouve dans le site, n'est-ce pas, quelques phrases de cet artiste. Et d'ailleurs, je vais prendre juste une expression pour ne pas aggraver la situation. Monsieur Paul Biya, dégagez. C'est ce que dit l'artiste. Merci Junior Ossin pour cette revue de presse cybernétique. Je voudrais quand même que l'on revienne sur cette sécheresse sur les autos. Qu'en est-il exactement de la situation ? Bon, faut dire, lui, Roger, que les Lesotho, c'est un pays qui compte 2 millions d'habitants en moyenne. Il vit dans une région carrément enclavée, d'où il manque assez d'eau. Presque tout le village, la moitié du village, la plupart des villages de cette région manquent d'eau. Et l'ONU nous apprend que 650 000 personnes, n'est-ce pas, ont besoin d'aide dans cette région qui est d'ailleurs
touchés par la maladie du sida. 23% des populations sont touchées par cette maladie. Et mieux encore, hein, ce pays, le gouvernement de ce pays a donc choisi, n'est-ce pas, de mettre 10 millions de dollars pour venir en aide à ces populations. C'est pas assez. Donc le gouvernement appelle à l'aide aux pays voisins et on espère justement que la sécheresse ne va pas s'empirer parce que ça devient assez compliqué pour ces habitants de ce côté-là. Merci Junior Ossin pour ce complément d'information sur cette situation au Lesotho avec cette sécheresse qui sévit et met donc en difficulté le bien-être des populations. Alors on va poursuivre avec cette matière d'information, Serge Bondé, parlant bien évidemment du Burkina Faso, où on peut dire que c'est une fin de cavale pour 2 soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle impliqués dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Un véritable coup. Donc, les forces de l'ordre ont quand même permis l'avancée significative en mettant sur pied des véritables renseignements pour attraper même ceux-là qui étaient en cavale depuis quelque temps. Et ce régiment, on le connaissait bien, donc qui a été même d'ailleurs dissolu par les instances de la République là-bas en permettant de reconvertir même ceux qui appartenaient à ce régiment sous d'autres responsabilités. On connaît bien également que derrière cela, le général Tiendéré, qui était à la base également de cette manœuvre là-bas du côté de Burkina Faso, désormais a été mis en état de nuit. Il est question aujourd'hui pour la République d'établir dans le fond l'ensemble des responsabilités des personnes qui étaient tenues dans ce coup d'État manqué là. Donc le président Roma Kaboré a donc décidé de faire la lumière sur toute la situation en impliquant toutes les parties prenantes et que chacun prenne en main ses responsabilités. Même si quelques soldats avaient pensé qu'en essayant de prendre la poudre d'escampette, ils ne pourraient pas être rattrapés par le système de sécurité mis en place, par le pouvoir du côté de Burkina Faso. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui rassure d'ailleurs même l'opinion publique en disant que le président Roma Kaboré a quand même pris à main son destin. Également, on n'oublie pas les images de cet attentat de l'hôtel Splendide qui a également généré pas mal d'indignation de part et d'autre, disant que pour la plupart, comment ce grand hôtel qui était quand même de référence n'a pas pu prévenir ces attaques en matière de sécurité. Mais aujourd'hui, c'est un élément très important. On le sait si bien que dans la plupart des pays africains, voire même dans le monde, le tourisme constitue donc un pan très important pour l'échiquier économique. Il y a de quoi pouvoir renforcer ces systèmes-là. Donc la lumière doit être faite et le président de la République fraîchement élu est donc déterminé à faire la lumière sur les attentats, sur les crimes et qui ont fragilisé pendant longtemps la vie du peuple burkinabé. Il faut signaler à votre suite, Serge Bondé, que l'adjudant-chef Moussa Nebié, dit Rambo, a été donc extradé avec 2 autres Burkinabés de la Côte d'Ivoire. C'était quand même l'homme fort, le bras droit de Gilbert Diendéré, avec qui il a donc réussi à fomenter ce coup d'État qui malheureusement a échoué. On se souvient encore que le 16 septembre dernier, le président de la transition, Michel Kafando et Isaac Zida étaient pris en tenaille au moment où il tenait une importante assise dont la justice burkinabé qui rattrape donc ces 2 ex-boutiques. Ça demande bien évidemment de Roma Christian Kaboré lors de sa dernière rencontre avec Alassane Dramane Ouattara. C'était lors du sommet de l'Union africaine du côté d'Addis Abeba. Madame, Monsieur, c'est donc terminé pour cette matière d'information sur Canal 2 Info. Merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent.